La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisé par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le mardi 28 janvier 2025, bienvenue dans Grand Angle. Le numéro d'aujourd'hui sera consacré à la situation sécuritaire au Sahel. Il est intitulé « Terrorisme en Afrique, le constat inquiétant du Conseil de sécurité de l'ONU ». Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu le 21 janvier 2025 un débat public sur le thème « Lutte antiterroriste menée par l'Afrique et axée sur le développement de points, renforcer le leadership africain et la mise en œuvre des initiatives africaines de lutte contre le terrorisme ». Présidé par le ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, cette réunion constituait l'un des événements phares de la présidence algérienne du Conseil en janvier. L'Algérie entendait ainsi souligner l'impérieuse nécessité de raviver l'intérêt mondial et de relancer la dynamique internationale pour s'attaquer sérieusement à ce fléau, un fléau qui s'aggrave de jour en jour. Le terrorisme est aujourd'hui la menace la plus importante pour la paix, la sécurité et le développement durable sur le continent africain, a confirmé la vice-présidente du secrétariat général de l'ONU. Madame Amina Mohamed a constaté que les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont étendu leurs tentacules meurtriers aux pays côtiers d'Afrique de l'Ouest avec une augmentation des attaques violentes de plus de 250% en seulement 2 ans. Les autres acteurs de la société participent à l'édifice de la pacification de la région. Alors, à l'issue de ce débat public, le Conseil de sécurité a adopté le vendredi 24 janvier 2025 une déclaration présidentielle dans laquelle il se dit vivement préoccupé par la multiplication inquiétante des attentats terroristes, le nombre de morts de plus en plus grand et la propagation du terrorisme, notamment au Sahel et dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Pour la première fois depuis un demi-siècle, le terrorisme touche 5 régions d'Afrique. Alors, pourquoi le continent africain est-il devenu l'épicentre du terrorisme international ? De quel courant ou idéologie se revendiquent les groupes armés terroristes en Afrique ? Le ou les courants dont se revendiquent les groupes armés terroristes ont-ils quelque chose à voir avec l'islam ? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro de Grand Angle d'aujourd'hui. Alors, pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire, auteur de plusieurs ouvrages et spécialiste des guerres hybrides. Le docteur Ahmed Ben Saada est par ailleurs un observateur avisé de la scène politique africaine. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour Monsieur Chalfaoui, bonjour à vos invités sur le plateau et bien sûr bonjour l'Afrique. Merci à vous, Dr Ahmed Ben Saada, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ifriqiya FM. Alors, il y a également avec nous aujourd'hui Kamal Chkat, brillant théologien et chercheur en religion comparée. Kamal Chkat est également un des animateurs de la Ligue des Oulémas, imams et prédicateurs du Sahel. Bonjour à vous, Bonjour. Kamal Chkat. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour vous de vous avoir avec nous. Tout l'honneur est pour Alors, moi. je rappelle que Kamal Chkat est aussi consultant à Ifriqiya FM. Absolument, oui. Merci à vous. Alors, nous serons également accompagnés dans ce numéro de Grand Angle par le docteur Cheikh Ibrahim Moussa Souleyman, représentant du Niger à la Ligue des Oulémas, des imams et des prédicateurs du Sahel. Cheikh Ibrahim Moussa Souleyman interviendra à la fin de l'émission en direct depuis Niamey. Alors, par ailleurs, il y a avec nous Moukrana Tourabi, journaliste politique et consultant de l'émission,
notre confrère travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Bonjour, Mokhtar Torabi. Bonjour, monsieur Cherfaoui. Bonjour à monsieur docteur. Chekat et au docteur Ahmed Ben Saada et à tous ceux qui nous écoutent actuellement sur Ifriqiya FM. Merci, Mokhtar Torabi. Bonjour à vous, messieurs. Alors, je commencerai par vous, docteur Ahmed Ben Saada. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU a brossé un tableau assez sombre de la situation sécuritaire en Afrique et singulièrement de la situation en Afrique de l'Ouest. La situation est si critique que cela, docteur Ahmed Ben Saada? Alors bien sûr, la situation du terrorisme en Afrique est un frein à son développement et donc il est très important de quantifier ce terrorisme et de voir en fait les multiplications des attaques, sa prolifération vers le sud du continent, comme vous l'avez bien signalé au départ. C'est pour la première fois qu'on rencontre des groupes terroristes dans les 5 régions de l'Afrique. Vous avez cité aussi Madame Amina Mohamed. Je vais un peu essayer de résumer ce qu'elle a dit. Elle a dit que en fait, durant les 3 dernières années, le nombre de décès liés au terrorisme a dépassé les 6000 et dont plus de la moitié des décès dans le monde. Elle a dit aussi que en fait plus de 59% de tous les décès liés au terrorisme dans le monde se situaient dans l'Afrique subsaharienne, que durant cette période, en fait, donc durant les 3 dernières années, le Burkina Faso est en tête du classement avec une augmentation de 68%. Et autre chose, c'est que en fait, ce qu'on a vu, ce qu'on voit, c'est justement ce glissement de cette expansion du terrorisme international vers des pays comme le Mozambique, comme le Ghana ou le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. Nous voyons aussi des nouveaux groupes. Il y a des groupes qu'on connaît déjà qui oui. sont comme le Boko Haram, par exemple, mais aussi d'autres groupes comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jama'at al-Nasr al-Islam ou al-Muslimin au Bénin. Nous voyons aussi un nouveau groupe qui est apparu, qui s'appelle la Kurawa, et qui mène des attaques vraiment morbides dans le nord-ouest du Nigeria, exact. Au Niger, au Tchad, et on prévoit donc son expansion vers le Ghana. On a peur justement vers le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. Au Congo, on a les forces démocratiques alliées. Oui. Au Mozambique, on a Ahl al-Sunna wal-Jama'a qui est lié justement plus ou moins au Shabab de la Somalie. Donc nous voyons une situation dramatique, mais vraiment dramatique, de la prolifération du terrorisme dans notre continent, qui n'a pas besoin de cela, et qui est, je rappelle, qui avait un agenda 2063, qui est un agenda qui prévoyait en 50 ans, donc de 2013 à 2063, de sortir de son isolement, de sa pauvreté, et de devenir un continent avec lequel il fallait compter dans l'avenir. Mais ces mouvements terroristes, elles ont un impact, on pourra en discuter tout à l'heure, ont un impact très négatif pour le développement de cette région du monde. Oui. Merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada, pour tous ces éléments. Ils vont nous être utiles pour analyser en profondeur le phénomène du terrorisme en Afrique et singulièrement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Mokhtar Torabi, il semblerait que le pays le plus touché par le terrorisme ces dernières années soit le Burkina Faso, qui est considéré actuellement un peu comme le ventre mou de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso est le pays qui a le plus enregistré d'actes de terrorisme ces derniers mois, voire même ces dernières années. Oui, tout à fait. En fait, il y a en tout, il y a cinq zones les plus exposées, les plus touchées par le terrorisme. En tête, donc, nous avons le Burkina Faso qui est touché à la fois au centre-nord, mais aussi au sud-ouest et le sud-est. Donc vous voyez que pratiquement c'est tout le Burkina qui est infesté par les groupes islamistes. À côté aussi il y a la zone des 3 frontières aussi
qui est fortement impacté par cette recrudescence justement des actes terroristes au niveau du Sahel. À cela s'ajoute bien évidemment, il ne faut pas oublier que vous avez le Mali, le centre du Mali qui est fortement touché, vous avez l'ouest du Niger qui est aussi touché, sans oublier le nord du Nigeria et le bassin du lac du Tchad. Donc toutes ces zones, plus loin, je pense, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Dr Ben Saada, puisque le terrorisme maintenant sort de la zone du Sahel pour toucher d'autres zones, notamment en Afrique du Sud, l'Afrique centrale, le Bénin qui est aujourd'hui aussi touché. Surtout le nord du Bénin. Le nord du Bénin, voilà, donc il y a une expansion inquiétante donc de ces actes terroristes de plus en plus importante vers le centre et le sud du continent. Oui. Ce qui a été d'ailleurs relevé lors de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est qu'aujourd'hui vous avez une augmentation de 237% du nombre de décès liés justement aux actes terroristes. C'est un chiffre qui reflète le nombre d'actes terroristes en 2024. On parle de 2024. Oui. Il y a eu en tout 3400 attaques terroristes. 3200, 3400, oui. 3400 actes terroristes en 2024 qui ont causé la mort de 13 900. Ça, c'est des chiffres de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est lourd. On constate donc il y a une augmentation profondément choquante de 400% des attaques terroristes dans cette zone du Sahel, qui est aujourd'hui l'épicentre donc, de l'activité terroriste internationale. En termes de présence, donc, vous avez les deux grandes multinationales du terrorisme qui sont fortement présentes avec leur succursale dans la région, c'est Al-Qaïda et Daesh. Donc l'État islamique. L'État islamique. On trouve bien évidemment d'autres organisations telles que celles qui ont été citées par Ahmed Messaada, qui profitent aussi de cette situation pour commettre des attentats et se revendiquant de telle ou telle succursale. Très bien. Merci beaucoup, Mkolana Touarabi, pour ces données chiffrées. Kamal Chikhat, vous connaissez très bien la région. Quand je parle de région, bien, on va dire. Assez bien la région du Sahel, une région où vous vous rendez assez régulièrement. Assez souvent, oui. Vous y comptez beaucoup d'amis. Oui. Alors, docteur Kamal Chikhat, est-ce que d'abord vous avez un commentaire à faire par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région ? Écoutez, personnellement, je me suis toujours attendu à cela. C'est-à-dire qu'en termes de critique, la situation est à la hauteur des richesses de ce continent. Pour vous, c'était prévisible ? Écoutez, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un retour dans l'histoire. J'irai jusqu'aux croisades et l'aspect économique, justement, qui a motivé ces croisades. Et là, honnêtement, nous le savons maintenant, la majorité des groupes sont des groupes que nous, dans notre domaine, nous appelons des groupes de laboratoire. Oui. Et justement, Dr Kamal Chikhat, avant d'aborder la question des raisons justement de cette dégradation, vous qui connaissez assez bien la région, est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de typologie des groupes terroristes qui activent au Sahel ? Alors, Mkolana Touarabi a parlé d'Al-Qaïda, Daesh, Al-Muwaqi'ouna bid-Dima, Nusra, tous les groupes qui ont été... Il y a le Massina aussi. Oui. Chacun ira de ses revendications personnelles. Oui. Mais en réalité, vous savez... Déjà, le mot terrorisme, le terme en lui-même est un terme galvaudé. Oui. Vous avez quelque chose qui dépasse 230 à 240 définitions officielles du mot terrorisme. Oui. Ça veut dire que, essentiellement pour les Occidentaux, le terrorisme, où n'est considéré comme terroriste que celui qui s'oppose aux intérêts, on va dire, néocolonialistes de l'Occident, qu'on le veuille ou non. Mais par la suite... Ce n'est plus du terrorisme si l'on revient aux formes dites terroristes classiques. Oui. C'est du crime transnational, c'est de la criminalité pure. Tous les groupes, nous le savons, prélèvent
leur dû de la drogue qui passe d'est en ouest ou d'ouest en est. Ça, tout le monde le sait. C'est du racket. C'est du racket, tout simplement. Et puis, avant qu'il n'y ait même ces groupes, bien sûr que sur le plan social, sur le plan économique, au niveau même, en termes même de justice sociale, il y a des choses qui ont motivé ou qui sont à la base même dans la genèse de la naissance de ces groupes dits terroristes. Mais en réalité, c'est des mafias locales qui travaillent comme ça, qui agissent pour les intérêts de forces occultes. Oui. D'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, on les appelle plus groupes terroristes. La terminologie qui revient le plus dans la littérature du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'ONU plus généralement, c'est GATT, c'est groupes armés terroristes. Terroristes, oui. Donc, c'est... Écoutez, vous savez, le terroir en lui-même, quand on parle d'Afrique, se prête à cela. Oui. Vous avez une histoire très très ancienne qui est imprégnée de tous ces conflits interethniques, etc. D'ailleurs, vous savez qu'on parle de groupes terroristes islamistes, entre guillemets, alors qu'à la base, ce terme n'a aucun fondement, du moins sur le plan historique, puisque ce qui a pu, à la limite, à partir du XIe siècle de l'ère chrétienne jusqu'au XVe siècle, ce qui a pu maintenir ce continent qui est l'Afrique, c'est justement des chartes qui ont été forgées sur la base du droit canon de l'islam. Je citerai en l'occurrence la charte du Mandé de Soundiata Keïta de 1225. Le grand royaume du Mali était un royaume musulman. Et donc l'islam a joué un rôle très très important dans le maintien du tissu social africain avec toute sa diversité. Et pour preuve, nous avons jusqu'à présent des chrétiens, des animistes, etc. Mais ensuite, il y a un travail qui a été fait pour déstabiliser justement la scène africaine afin de permettre aux gros groupes financiers et économiques de faire leur beurre, de prospérer. Merci beaucoup Kamal Chekhat. Nous aurons encore besoin de vos lumières, si vous le permettez. Justement, Dr Ahmed Ben Saada, Kamal Chekhat a commencé à serrer les raisons de la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique. Moi la question qui me vient en premier à l'esprit, c'est pourquoi en sommes arrivés là, Dr Ahmed Ben Saada? Il me semble qu'il y a un peu de tout. Il y a de l'instabilité, il y a de l'ingérence, il y a du sous-développement. On ne peut pas résumer à une seule cause la problématique de la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique et au Sahel. En effet, c'est ce qui fait sa complexité. Les problèmes de terrorisme sont multifactoriels. Ils sont dus, entre autres, on l'avait cité, à la pauvreté des populations, aux inégalités sociales, au manque de travail, manque de ressources, l'absence d'injustice, l'absence de perspectives d'avenir. Ça aussi est dû aussi à une faible éducation. C'est peut-être aussi dû aux problèmes de gouvernance. Et comme vous l'avez si bien dit, l'instabilité politique et les conflits régionaux. Et bien sûr, il ne faut pas oublier aussi l'ingérence extérieure qui permet justement à ces groupes d'avoir des armes et d'être bien formés pour justement mener leur action de déstabilisation. Et tout cela a une répercussion très grave sur non seulement la sécurité et la paix, mais aussi la stabilité économique, la cohésion sociale. Ça perturbe le commerce, ça perturbe le tourisme, ça perturbe les investissements. Les gens n'investissent pas dans des régions où il y a énormément de conflits. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le terrorisme, il a un effet très négatif sur le développement économique du continent. Ça fait
il y a des facteurs internes qu'on a cités, mais aussi il y a des facteurs externes. De nombreux pays désirent toujours avoir la même mise sur, comme l'a dit bien le docteur Cheket, la même mise sur le continent et ses richesses. Le continent notre continent est un continent extrêmement riche avec des potentialités incroyables, une population très jeune, une population aussi très nombreuse qui peut justement, si elle est bien guidée, s'il y a une stabilité et une gouvernance adéquate, peut devenir un continent moteur du XXIe siècle. Et toutes les actions qui sont donc menées dans ce sens sont gênées, sont perturbées par des interventions étrangères en premier lieu, mais aussi par aussi de la mauvaise gestion et aussi en fait l'accaparement des richesses par une certaine élite. Il faut pas juste regarder l'extérieur. On a, comme je l'ai dit si bien, les facteurs extérieurs sont aussi importants que les facteurs intérieurs. Donc, il faut une politique une politique qui soit dirigée vers le développement des indices de développement humain. Oui. Et autre chose aussi, ce qu'on ne voit que très peu malheureusement, c'est une action concertée de la lutte contre le terrorisme, une action concertée à travers des institutions africaines. C'est-à-dire que puisque ce problème-là est un problème transfrontalier qui touche énormément de pays et dont les causes sont à peu près les mêmes, on devrait y faire face de manière globale, c'est-à-dire d'avoir des institutions qui puissent justement échanger des informations, échanger des expertises pour pouvoir justement mener à bien la lutte contre le terrorisme. Et ce ne peut pas se faire sans une concertation au niveau africain, c'est-à-dire une mise en commun des stratégies, des moyens et de concertation entre les différents pays qui sont atteints par ce fléau, mais aussi par les autres, parce que nous avons vu qu'il y a un glissement, ce qu'on ne voyait pas avant, un glissement de la région de l'Afrique du Nord, du sud de l'Afrique du Nord, jusqu'à l'Afrique de l'Est et beaucoup plus bas. Donc, les pays qui ne sont pas touchés devraient aussi participer à cet effort pour justement éviter que leur pays soit touché par je le répète, un fléau qui menace la stabilité, la prospérité de la région. Très bien. Alors, effectivement, donc parmi les causes qui ont contribué à la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique, donc Dr Ahmed Messaada, en accord avec Kamal Cheket, cite l'instabilité, les ingérences, le sous-développement, l'exclusion, la dette africaine qui est lourde. On peut aussi rajouter les changements climatiques. On a la faiblesse des États, la fragmentation des États, mais il y a aussi des problèmes d'injustice dans certains pays. Alors, tous ces éléments-là, ont pour conséquence d'entraver les efforts de l'Union africaine visant à faire taire les armes en Afrique d'ici à 2030 et rend très difficile la réalisation de progrès dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et du programme de 2030 de l'ONU. Ça, c'est un constat que fait le Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit pour 2025 une aggravation encore de la situation. Selon le Conseil de sécurité de l'ONU, les attaques terroristes en Afrique pourraient augmenter de 10 à 15%. Donc la situation est réellement dramatique. Elle interpelle tous les pays de l'Union africaine. Est-ce qu'il n'est pas à craindre que
un afflux d'éléments, par exemple, de groupes armés terroristes après l'évolution de... Est-ce qu'il n'est pas à craindre un afflux en Afrique de groupes de terroristes après le règlement de la situation en Syrie ou après l'évolution de la situation en Syrie? Je pose la question parce que l'Afrique est devenue un peu le refuge des ambitions des groupes terroristes qui activaient jusque-là au Proche et Moyen-Orient. Oui, il faut savoir que l'expansion du terrorisme en Afrique a été enregistrée juste après l'agression subie par la Libye en 2011 par les forces de l'OTAN, donc qui ont déstabilisé toute la région. Il y a eu l'Irak. Bien avant l'Irak et au moment où la Libye était déstabilisée, la Syrie aussi, elle subissait aussi des attaques et elle était au cœur d'un plan de déstabilisation. Je pose la question, Mokhranna Touarabi, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, déjà, on avait signalé un afflux de terroristes du Proche et Moyen-Orient vers l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez la Libye, il y a plus de 20 000 mercenaires qui sont en Libye. Et parmi ces mercenaires, il y a ceux qui étaient dans des groupes terroristes, Daesh, qui activaient en Syrie, qui sont venus en Libye aussi pour poursuivre leur guerre. Et certains, ils se retrouvent aujourd'hui dans des pays du Sahel qui sont dépourvus de moyens pour faire face à ça. Le danger aussi, il est dans l'évolution de ces groupes terroristes. Je pense que le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a relevé le fait qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une facilité quand les groupes terroristes pour recruter des éléments. Il y a aussi cette capacité à s'armer. Les groupes criminels se nourrissent aussi de la misère sociale, donc c'est pour ça bien évidemment, et ils ont la maîtrise de l'art de la guerre, donc maintenant ils ont des opérations précises, j'ose dire même chirurgicales dans certains cas, avec des moyens militaires sophistiqués dans certains pays africains dont ne disposent pas, comme les drones. Alors, Kamal Chikhat demande la parole. Pour revenir sur le terme qui a été utilisé, vous avez utilisé le mot des combattants qui... un afflux. Des mercenaires. Un afflux de mercenaires. En fait, le terme le plus approprié, c'est un transfert de combattants, un transfert de FT. Ça prend tout son sens. Parce que quand vous dites transfert, ça veut dire qu'il y a des forces occultes derrière, et quand vous voyez l'armement dont disposent ces gens-là, il est vraiment plus qu'impensable de croire à cette théorie des groupes qui sont nés comme ça, qui émergent. C'est vrai qu'il y a une multitude de facteurs, mais quand vous étudiez le cheminement de tous ces groupes, surtout ceux qui sont venus à un moment donné, il y a eu un transfert Daesh vers Boko Haram qui n'a pas très très bien marché, mais on a trouvé beaucoup de combattants dans le Sahel qui sont passés par la Libye. Donc via le Niger, et puis ils sont partis ailleurs, surtout la région des Grands Lacs au Tchad. Donc c'est beaucoup plus un transfert qui a été bien pensé, qui a été minutieusement préparé, qu'une affluence comme ça qui s'est faite de manière aléatoire. Merci. Alors, une petite question à Mokhranna Touarabi, pour revenir à Kamal Chikhat. Mokhranna Touarabi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été nommé champion de l'Union africaine pour ce qui est de prévenir et de combattre le terrorisme en Afrique. Cela a été répété d'ailleurs lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU par de nombreux intervenants. Alors, pourquoi le choix du président algérien, Mokhranna Touarabi ? Parce que d'abord, l'Algérie, elle est pionnière en matière de lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside actuellement, il est le coordonnateur de l'action africaine de lutte antiterroriste au niveau de l'Union africaine. Donc il est le porte-parole, le porte-voix de l'Union africaine sur les questions du terrorisme. L'Algérie, elle est connue pour sa longue et douloureuse expérience dans la lutte contre le terrorisme. Elle connaît bien le phénomène. Elle a été derrière
pas mal d'initiatives qui ont permis justement à l'Afrique de mettre en place des mécanismes de lutte contre ce fléau. Je cite entre autres que c'est à Alger qu'il y a eu la première convention de lutte antiterroriste en 99 et c'est l'Algérie aussi qui a milité pour qu'il y ait criminalisation du paiement de rançon qui servent de moyen de financement pour les groupes terroristes. Et aussi, l'Algérie, elle a été derrière la création du centre de recherche de l'Union africaine en matière de lutte antiterroriste qui est à Alger. Le CAERT, qui est à Alger. Elle a été aussi derrière la création d'Afripol, qui est quand même un mécanisme de partage de renseignements entre les polices africaines pour justement détecter tous les criminels qui sont liés justement à ce fléau. Et puis l'originalité de l'approche algérienne du phénomène, c'est que l'Algérie ne milite pas uniquement en faveur d'une réponse sécuritaire. Il y a aussi d'autres réponses. Une approche inclusive, globale, qui intègre aussi des éléments qui sont liés aux problèmes socio-économiques, mais aussi à des problèmes parfois ethnico-religieux dans certaines régions. Justement. Qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup, Mpona Rabi, pour toutes ces précisions. Kamal Shekat, alors, il arrive souvent que des imams et des prédicateurs soient aussi la cible de ces groupes criminels. Pourtant, on ne peut pas accuser des imams ou des prédicateurs d'être des mécréants. Pourquoi ces imams et ces prédicateurs sont la cible de ces groupes criminels qui se prévalent de l'islam? Oui, bien sûr, oui. Qui se revendiquent de l'islam. C'est un cheminement, enfin c'est un modus operandi qui est connu depuis ces fameux dissidents de l'aube de l'islam qu'on appelait le Khawarij. C'est le même mécanisme, c'est-à-dire que dès lors où quelqu'un s'oppose à un certain nombre d'intérêts de la secte ou du groupe en question, on va jeter l'anathème sur ce vis-à-vis. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Donc c'est pour ça que la Ligue des oulémas des pays du Sahel, qui entre autres est l'une des œuvres de l'Algérie, c'est une association de droit algérien, déjà dans la continuité de la logique sécuritaire algérienne, qui ne fait pas dans le tout sécuritaire, mais qui veut une approche plus globale, travaille justement dans ce sens. C'est pour cela que nous travaillons dans l'élaboration de contre-discours, nous travaillons sur le développement durable, sur l'inclusion des femmes aussi dans la lutte antiterroriste. Nous, au niveau de la Ligue, nous disons traitement nous ne parlons pas de lutte antiterroriste, nous parlons de traitement du radicalisme et de l'extrémisme violent. Pour ne pas rester dans les schémas qui sont proposés par l'Occident. Parce que l'Occident parle de déradicalisation. C'est un terme américain qui a commencé, inventé par les Américains, qui a commencé vers 2015 et qui n'a pas de sens dans la mesure où le cerveau, vous savez, vous ne pouvez pas le programmer, le déprogrammer à loisir. Un cerveau, dès lors où il a subi un brainwashing terrible, il est pratiquement pollué à vie, c'est bon. Donc il faut essayer toujours de régler un peu, de minimiser un peu les dégâts. Mais en fait, il faut aller justement vers une vision qui est plus globale, qui va jouer qui va inclure aussi le problème de la gérance au niveau de tous nos États, de la justice sociale, la bonne gouvernance, etc. Donc c'est tout ça qu'il va falloir prendre en considération. Et comme je le disais tout à l'heure, la tâche n'est pas du tout facile dans la mesure où vous êtes sur un continent avec un sous-sol trop riche. Peut-être même que nous, qui sommes des Africains, n'avons pas une idée réelle des richesses et des potentialités de ce continent. Moi, vous savez, quand vous êtes dans le bain, on va dire entre guillemets, vous ne pouvez vous empêcher d'aller dans tous les sens. Et à ma foi, par moment, je dis à mes collègues, vous savez, quand on voit le fameux film 2012 et qu'à la fin, toutes les arches convergent vers l'Afrique, c'était pour moi un message, préparez-vous, nous arrivons. Donc actuellement, ce continent qui est pratiquement le grenier du monde va encore subir
à moins que les populations ne prennent conscience des dangers, des réalités, des enjeux de toutes ces crises et fassent quelque peu le travail qui a été fait ici en Algérie. Très bien. Oui, ce qui est inquiétant effectivement, Kamal Shekat, c'est que l'Afrique, le continent africain est devenu un terrain d'affrontement entre puissances. C'est une guerre par procuration. C'est une guerre par procuration dont les visées sont évidentes. Bien évidemment, tout le monde veut mettre la main sur les richesses sur le pactole. Alors, nous avons la chance d'avoir en direct depuis Niamey Cheikh Ibrahim Moussa Souleyman, qui est le représentant du Niger au sein de la Ligue des États, la Ligue des Oulémas du Sahel. Bonjour, Cheikh Ibrahim Souleyman, salam alaikum. Alaikum salam, bonjour, comment vous allez? Très bien, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. C'est un honneur de vous avoir sur le plateau d'Ifriqiya FM. Très ravi aussi d'avoir sur le plateau mon cher frère et ami, M. Kamal Shekat. Merci, cher. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci beaucoup. Cheikh Ibrahim Moussa Souleyman, de quel courant ou idéologie se revendiquent les groupes criminels et les partisans de l'extrémisme violent en Afrique? Donc, merci de m'avoir invité dans ce débat et sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Voilà, donc, vraiment, s'agissant de ces groupes terroristes et criminels, vous n'êtes pas sans savoir qu'il c'est un fléau, effectivement. Oui. Donc, maintenant, dans l'Afrique et surtout dans les pays du Sahel. Voilà, donc dans les pays du Sahel. Mais nous, c'est-à-dire, pour avoir vraiment une vision et une bonne compréhension, oui, c'est-à-dire de la situation sécuritaire ici au Sahel, le terrorisme qui est là, donc en grande partie, n'est pas un terrorisme qui est basé sur une idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique. Oui. Voilà, nous, on a toujours tendance à dire que, c'est-à-dire, on a toujours tendance à dire que, c'est-à-dire, ce terrorisme-là, c'est un fléau qui nous a été importé. Oui. Donc, c'est l'Occident, en réalité, qui a amené ça. Mais, effectivement, il faut utiliser, c'est-à-dire, un moyen. Donc là, ils n'ont pas, comme la religion, qu'ils peuvent utiliser. Oui, oui. Vous voyez, donc, franchement, pour appeler le chat un chat, donc, la plupart de ces gens-là, ils sont vraiment du courant, si vous me le permettez, wahhabite. Oui, oui. Voilà, le plus souvent, donc, c'est ça. Parce que, donc, cette idéologie-là, nous, c'était vraiment une idéologie qui nous a été importée. Quand je prends le cas de mon pays, par exemple, au Niger, oui, quand on retourne, par exemple, les 2-3 décennies passées, par exemple, jusqu'à avant le 21e siècle, c'est-à-dire dans les années 90, on n'avait pas encore ce problème-là. Le peuple nigérien est un peuple musulman en large majorité. Oui, très pacifique. Vous voyez, très pacifique. Donc, c'est un islam pacifique, un islam vraiment qui était basé sur la jurisprudence des imams Malik. Oui. Et aussi, c'est des musulmans qui sont de la tendance soufiste. Oui, oui. La plupart des gens ici sont soit ils sont tijanites ou bien ils sont qadiri, le plus souvent, donc c'est des soufistes. Oui. Et il y a aussi une majorité qui n'ont pas vraiment. Donc voilà, mais quand ces idéologies-là ont commencé à venir s'intégrer dans le pays, donc effectivement le terrorisme aussi a utilisé cette idéologie-là wahhabite qui a tendance, vous voyez, donc qui a tendance à, c'est-à-dire considérer tout le monde. Tout celui qui n'a pas le même point de vue, on le met du côté des mécréants. Oui, oui. Mais, vous voyez un peu. Donc c'est de là où le problème est parti. Mais justement, Cheikh Ibrahim Moussa Souleyman, est-ce que le message de ces groupes criminels qui se revendiquent de l'islam a quelque chose à voir justement avec l'islam? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en train de prôner une idéologie qui est complètement étrangère au message originel de l'islam?
Oui, en fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette idéologie-là, il y a des puissances pétrolières dans le monde qui sont derrière des idéologies pareilles. Oui. Donc, ils ont utilisé des moyens gigantesques pour arriver à c'est-à-dire pour atteindre leur but. Donc, selon vous, il y a une instrumentalisation de l'islam à des fins économiques, à des fins de géopolitique ou de géostratégie. Exactement. Exactement. Donc, ils ont essayé de faire, c'est-à-dire cette idéologie-là, que ce soit en utilisant les moyens technologiques, les réseaux sociaux, ou bien utiliser des fois, c'est-à-dire surtout dans des zones reculées, c'est-à-dire aussi, c'est-à-dire la situation économique des fois qui est un peu difficile. Vous voyez, donc ça aussi, ils essayent d'utiliser ça pour recruter les jeunes. Oui, oui. Vous voyez, donc la plupart, c'est-à-dire des jeunes qui sont rentrés, c'est-à-dire dans ce terrorisme-là, la plupart, ce ne sont pas des jeunes qui ont été vraiment dans des écoles où ils ont étudié l'islam. Non, 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 non. La plupart, c'est des gens qui sont ralliés, des fois, c'est-à-dire à des fins économiques ou bien des fois ethniques. Oui. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Ibrahim Moussa Souleymane. J'espère que vous resterez avec nous. Nous avons encore quelques petites questions à vous soumettre. Merci de votre gentillesse et de votre patience. Alors, merci beaucoup. Alors, Cheikh Ibrahim Souleymane confirme ce que vous venez de dire, Kamal Chkat. Tout le monde est d'accord sur le même fait, c'est que ces groupes criminels, en réalité, obéissent à des agendas extérieurs au continent, et le but, bien évidemment, est toujours de déstabiliser ou de maintenir le continent dans un état d'instabilité, de l'affaiblir pour justement la finalité, mettre la main sur les richesses. Sur les richesses. Les ressources. Merci beaucoup. Alors, Ahmed Ben Saada, il y a une petite musique que l'on entend de temps en temps, comme ça, il y a des acteurs politiques au Sahel. Heureusement, ils sont très peu nombreux, qui accuse régulièrement l'Algérie d'avoir exporté l'extrémisme religieux en Afrique de l'Ouest. Alors, comme si l'islam avait fait son entrée en Afrique de l'Ouest hier, alors que, comme l'a dit en début d'émission Kamal Chkat, il y est quand même depuis au moins le XIe siècle, il est depuis le 7e siècle en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, c'est à peu près le XIe siècle. Qu'avez-vous à répondre à ce type d'accusation dont on sait d'où elles viennent, hein? Allô, Ahmed Ben Saada? Oui, parce qu'on a été coupé à un certain moment. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il y a deux aspects dans votre question. C'est que c'est sûr que ces groupes sont instrumentalisés, mais ces groupes ne peuvent pas vivre sans le vivier local, c'est-à-dire le recrutement des populations locales qui connaissent la géographie, qui connaissent les problèmes, qui connaissent les gens, qui connaissent les lieux. Et donc, c'est deux aspects différents. C'est-à-dire que vous avez donc des puissances étrangères, et ça on le connaît, parce que le problème du terrorisme, disons, à saveur islamiste, on l'a connu justement en Afghanistan, on l'a connu en Libye, on l'a connu en Syrie, on l'a connu un peu partout. Et donc, on sait très bien qui les finance, on sait très bien qui leur donne des armes, mais aussi il y a un aspect de recrutement. On ne peut pas, les populations doivent être recrutées, et c'est à ce moment-là où nous devons barrer la route à ce type de recrutement, c'est-à-dire à essayer d'élever le niveau socio-économique des populations et le niveau d'éducation des populations et de l'éducation du point de vue spirituel aussi très poussé. Donc les deux aspects sont complémentaires, l'une ne peut pas vivre sans l'autre, mais c'est certain que il n'y a pas quand il y a un conflit de ce type-là, quand il y a des exactions, quand il y a des opérations de tuerie, etc., c'est sûr que c'est pas pour autre chose que
s'accaparer des richesses de la région, et regarder tous les conflits qu'il y a dans le monde. Dans la plupart des cas, soit c'est des conflits d'ordre géopolitique pour avoir une position géopolitique ou géostratégique importante, soit ce sont comme disent les Américains, follow the money. Si vous voulez comprendre quelque chose, un conflit, vous avez juste à suivre d'où vient l'argent et où va l'argent, où vont les richesses. Une odeur de pétrole derrière. Et une odeur de pétrole ou une odeur d'or et de différents minéraux qu'on ne trouve en grande majorité qu'en Afrique. Oui, voilà, donc nous voyons les régions les plus riches en Afrique sont des régions qui sont complètement déstabilisées. Et quand on voit un pays qui se développe, qui va vers un développement très intéressant, on peut citer le Nigeria, on peut citer le Mozambique, on peut citer d'autres pays, ou l'Algérie, on cherche toujours à les déstabiliser. Et même ailleurs, le conflit le conflit de l'OTAN, moi je l'appelle OTAN-Russie, aussi c'est un conflit qui cherche à s'accaparer des richesses de Russie, d'affaiblir sa puissance, etc. Donc il n'y a pas de mystère. Quand vous voulez comprendre un phénomène en géopolitique, posez-vous la question, follow the money, cherchez d'où vient l'argent et où va l'argent, et vous allez comprendre. Maintenant, toutes les autres opérations, ce sont des opérations de comment arriver à ce stade-là, comment arriver à la déstabilisation, et à ce moment-là, on doit financer des groupes, on doit aussi faire du recrutement, et il faut couper, justement, les ressources d'une manière ou d'une autre à ce terrorisme, et c'est là où justement, il faut être très sage et essayer de faire de la coopération. Nous connaissons très bien le phénomène du terrorisme à saveur religieuse, et donc à ce moment-là, nous pouvons avoir des actions concertées au niveau de l'Afrique pour justement juguler cette hémorragie. Et si les mesures sont prises de manière collégiale au niveau de l'Afrique, je suis certain que ce problème sera juste une histoire du passé. Très bien, Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada. Alors, Mouqranait Touarabi, vous l'avez certainement entendu, cette petite musique des acteurs politiques au Sahel qui, de temps en temps, qui attaquent l'Algérie. On nous accuse d'avoir exporté le terrorisme au Sahel. Qu'avez-vous à répondre à ce type d'accusation? Je pense que le Conseil de sécurité lui-même a bien répondu à ces fausses accusations en consacrant le président algérien Abdelmadjid Tebboune comme le champion de la lutte antiterroriste. Donc, je pense que c'est une réponse claire. C'est une reconnaissance de l'engagement de l'Algérie, un engagement de longue haleine dans l'effort international justement pour faire face à l'intégrisme et au radicalisme en Afrique et partout ailleurs. Aujourd'hui, on voit que l'Algérie, en un mois qu'elle a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU, elle a pris l'initiative d'organiser une conférence sur le terrorisme en Afrique. Je pense que ça prouve que c'est un pays qui est soucieux justement de vaincre ce fléau, de permettre aux pays africains d'avoir les véritables instruments qui vont leur permettre de mettre fin à cette violence meurtrière qui constitue justement un obstacle, un frein à tous les programmes de développement en Afrique. C'est le principal défi du continent africain. Oui, parce que sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement, il ne peut pas y avoir d'investissement, tout est impacté, de prospérité. Aujourd'hui, donc, l'Algérie a déjà démontré que c'est un pays qui est très engagé en matière de lutte antiterroriste. Tout récemment, elle a réussi, les forces de sécurité algériennes ont réussi à libérer un Espagnol qui a été ressortissant espagnol.
à la frontière avec le Mali. En un laps de temps assez court. C'est rare quand il y a voilà, une prise d'otages. Quelques semaines avant aussi, ils ont réussi aussi à libérer un Sud-Africain qui a été aussi kidnappé par un groupe armé terroriste au niveau de la frontière avec le Mali, dans la même zone. L'engagement de l'Algérie vis-à-vis de la lutte antiterroriste, on le connaît très bien. L'Algérie elle a affronté seule le terrorisme dans les années 90, elle a acquis l'expérience dans la douleur, mais aujourd'hui, il est reconnu comme un acteur majeur en matière de lutte antiterroriste en Afrique et pas tout ailleurs. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le ministre algérien des Affaires étrangères, quand il a fait le bilan de l'année 2024, il a répété encore une fois que l'expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste, qui est basée sur une approche inclusive, globale, qui n'est pas le tout sécuritaire. Non, pas du tout, parce que l'Algérie a toujours dit qu'on ne peut pas lutter contre un fléau pareil uniquement par les armes. Il y a d'autres moyens de lutte. Que M. Chikat a évoqué justement, on va revenir justement la sensibilisation des populations, l'éducation des populations, et il y a aussi le développement économique qui est extrêmement important. Très bien, Mme Tourabi. Kamal Chikat, il faut vraiment être de mauvaise foi pour accuser l'Algérie d'être un exportateur de terrorisme. Écoutez, on a l'impression que l'Afrique de l'Ouest a été islamisée il y a une semaine et que cette région n'a pas pu produire ses propres extrémistes comme d'autres régions d'Afrique en ont produit justement, aussi. Face à des gens qui ont émis les mêmes objections que les vôtres ou les mêmes réflexions que les vôtres à l'instant, certains, et malheureusement on trouve derrière des centres stratégiques méditerranéens, ce qui en dit long un peu sur ceux qui sont derrière tout ça. On est remonté même jusqu'à Abdelkrim El-Mghili pour dire que c'est lui qui est à la base même de toute cette violence qui existe en Afrique. Et ceci, ça, c'est de la mauvaise foi, quand même. Plus que mauvaise foi, parce que ceux qui connaissent bien le phénomène savent très bien que si l'Algérie s'en mêle, il n'y aura pas uniquement éradication de ce fléau, mais il y aura aussi, elle va amorcer un vent émancipateur qui pourrait mettre à mal les profits des grandes puissances. C'est pour cela que, voilà, on a trouvé aussi un moyen d'essayer de jeter le discrédit sur l'Algérie à travers cette thèse, qui est une fausse thèse. Qui est une fausse thèse. Je vais encore abuser de votre gentillesse, Kamal Chikat. Alors, beaucoup de réponses sont prévues pour combattre le terrorisme. Il y a des réponses militaires, des réponses économiques, mais parmi ces réponses, il y a la démarche qui consiste à enseigner le véritable message de l'islam. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement cette activité? Justement, l'Algérie fait beaucoup dans la formation des imams, des religieux d'un certain nombre de pays. Puis il y a un projet de construction d'un grand centre, d'un grand pôle religieux, aussi doté d'un certain nombre de structures qui vont favoriser un peu le développement local, etc. Nous avons un bon nombre de programmes qui ont déjà été enclenchés pour la formation, autant sur des cycles courts que sur des cycles quand même assez longs. Formation d'imams, formation d'érudits, etc. Et ma foi, nous remarquons quand même qu'il y a une bonne prise de conscience. Il y a beaucoup, il y a cette collégialité à laquelle faisait allusion à l'instant Dr Ben Saada, qui commence quand même à prendre forme. Il y a beaucoup d'institutions qui travaillent de concert et qui ne travaillent pas uniquement ce n'est pas uniquement le pôle religieux qui travaille, mais c'est aussi des mouvements associatifs. Nous avons essayé de propager un peu l'expérience algérienne concernant les morshidettes, ces guides religieuses féminines qui font un travail admirable sur le terrain. Et donc, écoutez, soyons tout simplement optimistes. De toute manière, nous, en tant que musulmans, je parle sous cette casquette de religieux, entre guillemets, même si c'est là aussi un terme galvaudé, nous n'avons aucune obligation de réussite. Le plus important, c'est de travailler. Donc le travail, nous le ferons jusqu'au bout et puis ça s'arrête là.
Très bien. Alors, il nous reste encore une petite poignée de minutes, le temps de poser une dernière question au Cheikh Ibrahim Moussa Souleymane. Alors, Cheikh Ibrahim Moussa Souleymane, je rappelle que vous êtes en direct depuis Niamey. En quoi consiste globalement la mission de la Ligue des oulémas du Sahel? Est-ce que vous sentez que votre travail, qui a commencé maintenant depuis quelques années, commence à porter ses fruits? Et effectivement, ça commence à porter ses fruits. Parce que vous savez, c'est-à-dire le terrorisme, c'est devenu un fléau. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'on peut, c'est-à-dire éradiquer le terrorisme. Donc, tout celui qui dit qu'il va éradiquer le terrorisme dans le monde, même pas dans les pays du Sahel, même dans le monde. Oui. Donc, on peut dire qu'il est en train de rêver. Et c'est pour cela, nous, on tient toujours à utiliser le terme le traitement. Oui. Vous voyez, donc le traitement, donc on fait en sorte qu'au moins, c'est-à-dire travailler avec les différentes couches sociales, oui. La jeunesse, les femmes, les imams, donc essayer de les sensibiliser et de leur, comment dirais-je, donner, c'est-à-dire le vrai islam, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire qui est basé sur la tolérance et l'acceptation de l'autre, et aussi, c'est-à-dire l'islam qui combat la haine, oui. Qu'elle soit la haine, c'est-à-dire verbale, ou bien donc toutes sortes de violences, qu'elle soit une violence verbale ou bien une violence armée, tout ça là. Donc vous voyez, donc on travaille sur ce, c'est-à-dire sur ce domaine-là en tant qu'ouléma, en tant qu'imam, oui. Et ça commence à apporter des fruits. Et la Ligue des oulémas, elle a pu mettre, c'est-à-dire en place un guide. Donc ce guide-là aussi, c'est la première partie de ce guide-là, ça tend vers la définition. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que même pour définir le terrorisme, même les Nations Unies n'arrivent pas à s'entendre. Oui. Par exemple, ce que les États-Unis peuvent considérer comme terrorisme, les autres pays peuvent considérer ça. Par exemple, nous, chez nous, oui. Par exemple, le mouvement de Hamas, nous, pour nous, c'est une force de résistance, oui, qui est en train de résister, c'est-à-dire contre l'occupation. Oui, c'est vrai. Et vous voyez, donc, mais par contre, il y a d'autres qui peuvent les considérer. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup, vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela, même pour revenir un peu sur la question précédente, par exemple, accuser l'Algérie de soutenir le terrorisme, ça, je pense que c'est une fausse accusation et ça ne montre qu'une sorte de mauvaise foi. Oui. Oui. Vous voyez, nous le savons très bien, c'est-à-dire l'Algérie, combien elle a contribué et elle est en train de contribuer, elle continue de le faire dans la lutte contre le terrorisme et dans le traitement de ce fléau-là, que ce soit, c'est-à-dire même dans les pays du Sahel, parce que l'Algérie, oui. Elle sait très bien que, c'est-à-dire la sécurité au Sahel, c'est la sécurité en Algérie. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça l'Algérie voit les choses. C'est vrai. Et vous voyez un peu. Mais vous savez, des fois, il y a des calculs politiques aussi. Exactement. C'est politicien. Par exemple, l'Algérie, elle peut proposer, c'est-à-dire une sorte de sortie de crise, surtout, par exemple, quand il y a des gens qui ont des revendications purement sociales. Oui. Donc, même s'ils sont partis jusqu'à prendre des armes, donc dans des genres de situations, moi je prends l'exemple du Niger. Oui. On avait des cas de rébellion au Niger, mais quand même, finalement, on a fini par s'asseoir sur une même table. Oui. Et on a pu résoudre des problèmes comme ça, vous voyez. Exactement. Donc, le fait de prendre que toutes sortes de revendications comme étant du terrorisme, moi, je pense que ça, vraiment, c'est une exagération. Cheikh Ibrahim, voilà. Merci beaucoup, Cheikh Ibrahim Moussa. Une dernière petite question, si vous le permettez. Alors, oui. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes, surtout, qui sont ciblés par les groupes terroristes? Il y a beaucoup de jeunes que les groupes terroristes essayent d'enrôler dans le rang. Quel principal message donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes de la région du Sahel qui seraient tentés de rejoindre les rangs des groupes criminels? Oui, moi, le plus grand conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer de comprendre le vrai islam. Oui. C'est d'essayer de comprendre l'islam. Une fois qu'on comprend l'islam, une fois qu'on comprend, c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu poser comme d'acte, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cohabité
avec des gens qui ne sont même pas de sa religion, qui n'ont pas cru en lui. Mais vous voyez, et comprendre aussi c'est quoi même le djihad, parce que le djihad aussi, on doit comprendre que le djihad, on a essayé de prendre le djihad comme étant le côté armé seulement. Oui. Alors que le plus grand djihad, c'est le djihad nafs. Oui. C'est-à-dire et purifier nos cœurs et purifier nos intentions, et c'est-à-dire changer de comportement. Vous voyez un peu, donc vraiment c'est ça dont nos pays ont besoin, et donc de comprendre mieux cette religion-là que nous pratiquons depuis nos ancêtres. Merci beaucoup. Donc vraiment c'est le plus grand conseil que j'ai à donner à mes frères, les jeunes qui sont peut-être un peu ciblés, quoi. Merci beaucoup, parce que le plus souvent c'est ça, hein, c'est une mauvaise compréhension de la religion. Exactement. Merci beaucoup, Cheikh Ibrahim Moussa Souleymane, d'avoir eu la gentillesse de prendre sur votre temps pour répondre à nos questions et pour participer à ce numéro de Grand Angle dédié à la situation sécuritaire au Sahel. C'est par vos conseils que nous allons terminer cette émission. On m'indique derrière la vitre que le temps imparti à l'émission s'est écoulé. Donc, vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la situation sécuritaire en Afrique. Je remercie le docteur Ahmed Ben Saada pour sa participation, Kamal Chikat qui a eu aussi la gentillesse d'accepter notre invitation. Comprana Touarabi, merci beaucoup d'être venu participer à cette émission. Nous vous donnons, chers amis auditrices et auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Imad. Et au streaming, Ahlam. Merci à toute l'équipe d'Ifriqiya FM. Bonne écoute avec la suite des programmes de notre chaîne de radio. Au revoir. Bon courage.